Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra Bitcoin dans un premier temps avec une réaction acheteuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est potentiellement un bottom? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis toujours bearish ou pas? Je vous partagerai tout ça en détail. Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether, les altcoins, donc 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Render, AAVE et ETC. Alors, je commence directement par les annonces économiques. À 14h30, on attendait la plus grosse annonce de la semaine, le Core PCE. Au final, on a des résultats qui sont ce qui était attendu, d'accord? Donc, on n'a pas spécialement de repricing à la hausse ou à la baisse. À partir du moment où on a les résultats qui sont conformes aux attentes, et ben moi, je pars du principe que le marché l'a déjà anticipé, le marché l'a déjà pricé. Souvent, là, on a de la forte volatilité sur des annonces, c'est qu'on a tout simplement des résultats qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. Là, à partir du moment qui sont conformes aux attentes, on a tout simplement un marché qui l'a déjà enregistré. On peut le voir ici au niveau du SP500. L'annonce est tombée à 14h30. On n'a pas eu spécialement énormément de phases de hausse ou de baisse, hein. On est resté stable comparé à des fois où on a des annonces, quand on est au-dessus ou en dessous des attentes, on a un repricing par les investisseurs, automatiquement ils réévaluent leur position suite à l'annonce, et voilà, pour le moment on est toujours dans un range ici. Sur du court terme, sur le SP500, on a eu de la volatilité à l'ouverture de la session à 15h30, mais globalement le Bitcoin a haussé suite à cette annonce. Je ne pense pas que ça soit grâce à cette annonce qu'on a eu cette hausse sur le Bitcoin. Pour le moment on est juste sur un rebond technique. Donc voilà, en tout cas, un PCE à 0.3, ça aura de l'impact bien sûr sur la prochaine décision de la Fed sur la potentielle baisse des taux d'intérêt, le prochain FOMC et la décision de cette baisse qui arrivera dans 19 jours. De ce qui est attendu, hein. Pas de baisse des taux, hein, pour la prochaine. 92% de chance de pas avoir de baisse des taux, 7,5% de chance d'avoir une baisse des taux. Donc ça sera sûrement au mois de mai, voire au mois de juin, on aura des chances d'avoir une baisse des taux. Bien sûr, ces stats-là évoluent en fonction de toutes les news économiques qui arrivent, le CPI, le PCE, et j'en passe. Donc automatiquement, bien sûr, ça peut évoluer. Et plus on a des baisses des taux qui arrivent rapidement, plus en général, on a un marché qui l'apprécie bien, et en général c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on veut avoir une baisse de l'inflation. Pourquoi baisse de l'inflation? Ça nous indique tout simplement que le marché est prêt à baisser ses taux d'intérêt, et c'est bullish pour les marchés. Si on a une hausse de l'inflation, le marché en général ne baisse pas ses taux d'intérêt, voire peut les augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va ralentir l'économie. Dites-vous que quand on a des taux d'intérêt qui baissent, on cherche à stimuler l'économie. Quand on a des taux d'intérêt qui augmentent, on veut ralentir l'économie. Et ce qui a de l'impact sur cette baisse et cette hausse des taux, c'est principalement l'inflation. Sachant qu'on avait une inflation qui était assez élevée, automatiquement, tant qu'elle reste haute, on ne peut pas rapidement baisser les taux. Maintenant, sur le Bitcoin, on a une première réaction acheteuse. Pour moi, ici, on peut rentrer dans ce qu'on appelle une bougie de contrôle. On serait peut-être sur une bougie 3D, sur cette bougie de contrôle qui va clôturer dans 1 jour et 8 heures, mais globalement, un range qui peut avoir lieu là entre une borne haute 87 000 $, une borne basse 78 000 $, puisqu'on voit qu'on a eu ici une réaction vendeuse suite à cette impulsion, et ici on a eu une impulsion baissière qui a été ravalée par les acheteurs. On va bien sûr attendre la clôture daily, mais on voit quand même qu'on a une réaction acheteuse sur le niveau globalement des 78 000, 80 000 $. Ça me fait un peu penser à mai 2021, où on avait une bonne baisse sur les marchés, pareil. On avait fait ici une bougie de contrôle, on la voit bien à ce niveau-là. Hop. Une bonne baisse, suivie d'une mèche qui représente 50% de la bougie, ça nous montre tout simplement qu'on a à ce niveau-là une réaction acheteuse, et on est rentré dans une zone de combat entre une borne basse qui était défendue par les acheteurs et une borne haute défendue par les vendeurs. On pourrait faire quelque chose, bien sûr, ici, de similaire. Quand on a comme ça des baisses assez brutales, ça arrive souvent d'avoir, comme je l'ai dit, une bougie de contrôle qui nous permet de matérialiser deux bornes et potentiellement rentrer dans un range. Maintenant, on est revenu chercher un niveau intéressant sur le Bitcoin, le niveau des 80 000 $. C'est un premier niveau, un premier palier intermédiaire, c'est-à-dire que vraiment, comme je vous l'ai expliqué, dans cette zone-là, j'ai pas spécialement de niveau qui m'intéresse. Il y en a très peu. Le plus gros niveau, c'est les 72 000 $, ou le reclaim ici des 92 000 $, ce qui nous montrerait que on aurait une bonne réaction acheteuse. Ça serait plutôt pas mal. Maintenant, on a clairement de l'acceptation sous ce niveau des 92 000 $, c'est clair. On aurait pu réintégrer après avoir clôturé une fois, mais à partir du moment où on y passe 4 jours en dessous, on la break. Maintenant, on a un niveau quand même intermédiaire qui est intéressant, c'est le niveau des 80 000 $. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un chiffre rond psychologique, et surtout, on a une bonne confluence de niveau sur ce niveau-là. On va voir le point pivot yearly. C'est un niveau que je surveille sur du
long terme. Pourquoi? Parce que c'est souvent un niveau qui a fait office de support et de résistance dans le passé, et c'est un niveau très décisif de manière générale. Les points pivots, c'est tout simplement des supports et des résistances qui vont être calculés en fonction des niveaux de la veille, si on est en daily, des niveaux de la précédente semaine, du précédent mois, de la précédente année. Et par exemple, moi, sur du court terme, c'est un indicateur très pertinent. Je n'ai rien à tracer, tout est tracé automatiquement. Ça me permet de prendre des positions en tant que long ou de short. En tout cas, ça me permet de localiser des niveaux pertinents. On le voit bien, en général, ces niveaux-là font office de résistance, font office de support. Ça dépend de si on évolue au-dessus ou en dessous. Et d'un point de vue localisation, c'est très pertinent pour déterminer un niveau précis pour rentrer en position. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir des niveaux daily. On peut avoir ici des niveaux weekly. De la même manière, on va être sur du un peu plus moyen terme ici. Pareil, c'est des niveaux pertinents qui font office de support ou de résistance. On le voit bien, des niveaux clés où quand on retourne chercher ces niveaux, on peut s'attendre à une réaction acheteuse. Ça nous permet de localiser un trade de manière professionnelle. Ici, j'ai mis les points pivots weekly, j'ai les points pivots monthly. Pareil, on augmente l'unité de temps. On voit qu'on pose parfaitement un top à ce niveau-là. Après, des fois, on peut transpercer, c'est un indicateur comme un autre, ça n'a pas 100% de réussite. Mais on voit qu'on mèche parfaitement dessus. Pareil, c'est des niveaux pertinents. Et ici, on est revenu chercher un point pivot yearly, surtout le point pivot yearly qui, pour le moment, fait office de support. On a eu une bonne réaction. Et c'est vrai qu'historiquement, je vais changer de charte pour avoir une charte un peu plus complète. C'est des niveaux qui ont été très pertinents. On voit bien qu'on a posé un bottom parfaitement dessus sur les 52 000 $. Lui, ça a été un niveau, on a consolidé dessus. Pareil, on voit que ça a été un niveau clé. Le niveau des 26 000 $, on l'a très peu travaillé, petite réaction acheteuse, mais ça reste léger. Lui, ça a été un niveau clé, je m'en souviens, 46 000 $, on a pas mal joué avec, il a fait office de support, on est repassé en dessous, il a fait office de résistance, ça a été un niveau important. Pareil, celui-là, 47 000 $, on passe au-dessus, on voit qu'on rejette parfaitement dessus. Voilà, historiquement, c'est des niveaux, là on pose un bottom parfaitement dessus, 3100 $, office de résistance, on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Pareil, le niveau des 13 000 $, bon bref, vous voyez que c'est des niveaux très pertinents. Et ici, notre point pivot yearly, cette année, c'est un niveau fixe qui ne bouge pas pendant une année, vu que c'est calculé en fonction de la time frame précédente. Là, je suis en yearly, donc c'est calculé en fonction des 12 précédents mois sur le Bitcoin. Pour le moment, on est dessus. C'est un niveau qui doit tenir, c'est un niveau quand même important. Comme je dis, d'un point de vue confluence, on a les 80 000 $, on a le point pivot yearly. Également, si je rentre encore plus dans les détails, on a ici l'extension du support 2 du point pivot monthly, c'est-à-dire qu'on a des points pivots qui vont être calculés, et ensuite on va avoir des extensions, support 1, support 2, support 3, résistance 1, résistance 2, résistance 3. Et pareil, c'est des niveaux très pertinents. Historiquement, sur le Bitcoin, quand on a été chercher un support 2, ça, on a très souvent eu une réaction acheteuse. Je peux vous montrer ça sur une autre charte, ici. Vous voyez, je suis sur support 2 de mon point pivot monthly. Si je retourne dans le passé, alors on y va assez rarement, parce que pour aller chercher ces niveaux, il faut avoir quand même des baisses assez importantes, mais historiquement, à chaque fois qu'on est revenu chercher un support 2, on a eu une bonne réaction acheteuse, voire même un support 3. Alors là, vous voyez, c'est le support 3 qui fait office de support, mais en général, c'est des niveaux très pertinents pour essayer de catcher un mouvement. Vous voyez, support 2, support 3, c'est des niveaux pertinents. Quand on va aller chercher, comme je dis, historiquement, c'est qu'on a eu quand même une bonne baisse. Vous voyez, pareil, support 2, c'est un niveau qui tient bien, on consolide et on pose un bottom dessus. Voilà, pareil, support 2 à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, historiquement, vous voyez, on vient parfaitement mécher dessus, et ensuite on a une bonne réaction. Je dis pas que ça y est, c'est reparti en bull market, mais vous voyez, là, on a déjà un rebond de 17% à partir du niveau. Donc voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça m'étonnerait pas de poser peut-être un bottom local à ce niveau-là. Un bottom local, ça veut pas spécialement dire ça y est, c'est reparti to the moon, on est reparti bull market 120 000 $. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement consolider, avoir un rebond, revenir 88 000 $ pour potentiellement avoir une nouvelle baisse. Personne n'en sait, il faudra voir à l'instant T comment le marché réagit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une dynamique qui est baissière, on a des creux et des sommets de plus en plus bas, mais on a également des rebonds à ce niveau-là. Donc on peut très bien avoir ici un M-top, des sommets et des creux de plus en plus bas, mais avoir tout simplement des rebonds. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est au moment où on a ces rebonds, comment le marché réagit. Si tout le monde commence à dire ça y est, on est reparti, ça y est, on a posé un bottom, c'est bullish, au final c'était qu'un piège, on aura de grandes chances de les liquider et d'avoir ici une poursuite de notre dynamique de base qui est baissière. Si par contre au moment où on a un rebond, tout le monde commence à dire c'est un piège, non on n'y croit pas, c'est de l'arnaque, c'est un piège, etc. Je préfère tout vendre, là on aura de grandes chances de poser un bottom et d'avoir ici une reprise de notre
de notre dynamique. Mais typique d'une tendance baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Et pour le moment, on est dans ce cas-là. Pour moi, on est dans une tendance baissière à partir du moment où on a break ici les moyennes mobiles moyen terme. Maintenant, c'est vrai que sur du long terme, on commence à revenir chercher des niveaux intéressants. Je vous l'ai souvent dit, c'est pas quand on est sur un ATH qu'on commence à s'exciter. Quand sur le Bitcoin, on commence à revenir chercher du moins 20, moins 25%, oui, ça devient intéressant. Et Bitcoin ne retournera pas chercher du moins 90%. C'est pas possible. Donc déjà, cherchez pas à vous positionner après en cherchant absolument le point bas en vous disant ça va continuer à baisser, ça va revenir chercher 20, 30 000 $. Je dis pas qu'il faut se positionner là. Je dis juste que, voilà, pensez-y, moi, le gros niveau que je surveille, c'est les 72 000 $ où j'enverrai une bonne cartouche sur le Bitcoin. Maintenant, si juste au-dessus, on pose un bottom, j'ai une réaction acheteuse et je pense qu'on est reparti pour faire un nouvel ATH, je vais pas être borné sur ce niveau des 72 000 $ et je pourrais potentiellement re-rentrer à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est, je l'ai souvent répété, je vais le répéter encore, c'est un curseur d'exposition. Ça veut dire que on n'est pas obligé de faire all-in à ce niveau-là. C'est pas soit tout blanc, soit tout noir. On peut rentrer légèrement et garder du cash au cas où on va chercher 72 000 $, au cas où on va chercher 50 000 $. On peut bien sûr mettre des ordres en mode fractionné. Quelqu'un qui met plein d'ordres comme ça, il a un prix moyen peut-être à 70 000 $, peut-être qu'on ne va pas tout exécuter, mais au moins il aura quand même une partie de son cash qui sera déployé sur le Bitcoin. Ce que je veux faire comprendre, c'est que la plupart des gens, quand ils rentrent en position, c'est soit ils vendent tout, soit ils achètent tout. Non, procédez par curseur d'exposition, évoluer comme ça, de cette manière-là, ça va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus professionnelle, d'avoir des entrées intéressantes et d'avoir toujours une part de cash. Si là, qu'on a comme ça une baisse, quelqu'un se dit, je all-in, ça y est, c'est le moment, alors super, s'il a le bottom, c'est génial. Par contre, s'il a pas le bottom, il se retrouve à se faire liquider plus tard, ou alors à couper en perte parce que la perte, elle est trop importante à supporter. Ça, c'est vraiment un point important, mais il y en a beaucoup qui cherchent à tout rentrer d'un coup. Moi, je procède par palier. Vous l'avez vu pendant la phase de hausse, enfin de retracement à ce niveau-là, et pendant la fin de la hausse plutôt, j'ai procédé à une réduction de mon curseur d'exposition. J'ai réduit mon exposition en vendant des cryptos. Est-ce que j'ai tout vendu d'un coup et je me suis dit ça y est, je sors à 100% du marché? Non, je suis sorti qu'on a réintégré les 100 500 $ et je suis ressorti en plusieurs fois à l'intérieur de ce range-là. C'est pas tout blanc, tout noir. On s'adapte en fonction de comment le marché évolue. Si j'ai une réaction acheteuse intéressante, potentiellement, je pourrais à nouveau rentrer en position sur le Bitcoin. Je vais pas faire all-in, je vais pas immobiliser tout mon capital, sachant qu'on peut potentiellement retracer beaucoup plus bas. Donc voilà, vous avez globalement mon avis sur le Bitcoin. On revient chercher des niveaux intéressants. On a une première réaction acheteuse qui est beaucoup trop just pour vraiment parler de bottom. Je vous rappelle qu'on sort d'une phase de latéralisation qui a duré quand même 3 mois, donc on va pas poser un bottom ici en 1 heure. Surtout, on est tout le temps, pour le moment, on est que sur des rebonds en V-bottom. C'est-à-dire qu'on a un rebond en V-bottom, on le recasse, à nouveau un rebond en V-bottom, on le recasse, à nouveau un rebond en V-bottom. Souvent, ce genre de rebonds en V-bottom sont retestés pour transformer ça en W. Maintenant, quand je vois comme ça le marché, on a de grandes chances de rentrer dans un range. De toute façon, c'est même plus sain de rentrer dans un range que d'avoir directement une réaction acheteuse comme ça. Souvent, les V-bottom sont amenés à être testés. Si je mets des moyennes mobiles, c'est un peu la même chose que je vous ai dit hier, que je vous ai dit avant-hier, c'est on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, vaut mieux faire de la continuation de tendance. Alors là, on a un premier signal on essaye de pousser au-dessus du 15 minutes, on aurait une confirmation vraiment de break si on s'affranchit des 85 000 $, on passe au-dessus du point pivot daily et du tunnel 15 minutes, dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure. Pour le moment, comme je dis, je vois toujours une dynamique baissière, que ça soit sur Bitcoin et même sur les autres cryptos. On voit bien Ether sous ses moyennes mobiles, Solana, on a une bonne réaction acheteuse, mais les autres cryptos, ils sont dans le tunnel 15 minutes. Donc voilà, ne cherchez pas à vous précipiter, attention, sur les réseaux, ça peut aller très vite, qu'on a comme ça des rebonds automatiquement. On peut avoir dans une journée un rebond assez important, par exemple de 5-6%, c'est tout à fait possible. Là, on a un rebond de 7%. Alors ça se voit pas trop sur les graphiques, enfin sur les datas, parce qu'on a fait un moins 10% dans la journée, sauf que si on faisait ça sur une journée qui venait d'ouvrir, on serait ici sur un plus 8%. Et beaucoup de gens peuvent s'exciter, ça y est, le marché est reparti, ça y est, to the moon, sauf que non, on est juste dans un rebond, dans une dynamique baissière. Et au vu de la volatilité qu'on a eu ces derniers jours, moins 20%, c'est normal d'avoir potentiellement un plus 5, plus 6%. Parce que comme je l'ai dit, une dynamique baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas, mais à l'intérieur, on a des rebonds. Et si ici, on prend un moins 20%, et là, on prend un plus 8%,
et vous dites ça y est, c'est reparti to the moon. Non, c'est toujours proportionnel. On va pas prendre ici un moins 20% et avoir ici juste un plus 1%. Dans ce cas-là, c'est pas du tout un rebond. Ça, vous devez le prendre en compte dans votre analyse et ne pas vous faire biaiser sur des pourcentages qui sont juste proportionnels à la précédente baisse qu'on a eu. Voilà, sur le Bitcoin, vous avez tout simplement mon plan. Je reste méfiant, j'ai du cash qui est prêt à être déployé. On a une première réaction acheteuse, mais moi, je fais partie de la team qui préfère limite rentrer un poil plus haut. Par exemple comme ça, un poil plus haut, mais avoir plus de conviction dans mon entrée. Il y en a, ils vont vouloir choper le point bas. Moi, je préfère me dire, ok, je préfère pas trop immobiliser mon capital rapidement, au risque que ce n'est pas le point bas, on achète juste un couteau qui tombe et on se fait piéger. Et je préfère rentrer plus haut, ne pas avoir le bottom pile poil, mais avoir plus de probabilité d'être sur un bottom. C'est comme ici, lorsqu'on a posé un bottom en 2023. Où je vous l'ai dit en vidéo, c'est vérifiable, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'horizon de temps à peu près 6-7 janvier de mémoire, dans cette zone-là, où je vous dis clairement, il y a de grandes chances qu'on pose un bottom au vu de la charte, au vu du contexte de marché. Et je me suis pas positionné sur un couteau qui tombe. J'ai attendu de rentrer dans une phase de latéralisation, d'avoir des signaux intéressants, qu'on voyait ici par des patterns de retournement en daily, à ce niveau-là, qui pouvaient tout simplement nous former une plus grosse structure de retournement en weekly. Voilà, comme je dis, tout est vérifiable. Je supprime aucune demi-vidéo. Il y a des fois, pendant ces deux phases de hausse, j'ai eu tort, j'ai pris mes pertes. Des fois, j'ai eu raison et j'ai quand même plus de fois eu raison que tort. Et surtout, les fois où j'ai eu raison, j'ai fait beaucoup plus de gains que les fois où j'ai eu tort. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, j'ai parlé du bottom et j'ai parlé du top. Et j'ai réduit mon exposition et j'ai augmenté mon exposition à chaque fois sur les bons moments. Peut-être dans l'avenir, je me tromperai. Je peux pas prédire et mon but, c'est pas systématiquement d'avoir raison. On peut pas toujours avoir raison. Ce qui compte, c'est quand j'ai raison, je gagne bien, et quand j'ai tort, je perds très peu. Ça, c'est avoir une bonne gestion de risque, et c'est ce qui vous permettra d'être rentable dans votre trading et dans vos investissements. Et si vous voulez aller plus loin, si vous savez pas quoi faire dans ce genre de période, déjà pour les traders, il y a des opportunités de short quand on a une bonne volatilité comme ça. Pour les investisseurs, faut préparer votre cash, faut vous préparer pour la suite, faut vous renseigner, avoir une stratégie d'investissement, et j'en passe, énormément de data à prendre en compte. C'est pas parce que on est ça y est sur une phase de baisse qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut se dire ça y est, le marché, il part en bear market, j'hiberne pendant un an et je reviens plus tard. Non, c'est dans ces moments-là, lorsque tout le monde abandonne, que vous devez être là. Vous devez avoir votre stratégie de trading, enfin plutôt d'investissement qui est prête, vous devez savoir les cryptos qui vous intéressent, vous devez savoir les zones qui vous intéressent pour rentrer en position, pourquoi vous voulez rentrer ici, le cash que vous voulez déployer et toute une stratégie. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Si ça vous intéresse, moi depuis maintenant plus de 2 ans, j'accompagne et je forme les traders et les investisseurs à avoir une stratégie, être autonome et à devenir rentable. 2 programmes ici, un accès sur le trading, développer une stratégie de trading, devenir autonome et devenir un trader rentable, et un autre, Crypto Investor, qui va tout simplement te permettre d'investir dans les crypto-monnaies de manière intelligemment, d'être également autonome, de choisir les bonnes cryptos à ajouter dans ton portefeuille, et on se concentre ici surtout sur l'accès investissement long terme, analyse fondamentale, analyse tokenomics et analyse technique. En tout cas, 2 programmes qui te permettront tout simplement d'être autonome. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu cliques dessus, tu as toute l'information sur ce qu'il y a à l'intérieur du programme. Et si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter en message privé. Je reviens ici sur mes charts. Alors, on va parler maintenant d'Ether. Ether, on commence à revenir chercher des niveaux très long terme, historiquement intéressants. Les $2000, déjà sous les $2000, c'était très intéressant. Après une phase de hausse, un marché qui est plus mature, avec l'ajout ici des ETF spot qui n'étaient pas présents quand on était en 2022. Ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que le marché a évolué en 2-3 ans? Pourtant, on est au même niveau. C'est là où on différencie le prix et la valeur. C'est 2 choses qui sont totalement différentes. On a ici un prix qui est similaire à, j'ai envie de dire, août 2022. Est-ce qu'entre temps le marché a évolué? On a eu des ETF spot sur Ether, on a eu des mises à jour très intéressantes. C'est ça c'est la question que vous devez vous poser. Pour moi, Ether reste sous-évalué. Peut-être je me trompe et peut-être que Ether, il va rentrer dans un long range, peut-être comme des cryptos comme Bitcoin Cash, comme IOTA, comme LTC, il ne va pas faire grand-chose. Pour moi, j'ai très peu de chances que ça arrive parce que j'ai mon analyse fondamentale, j'ai mes convictions, mais si c'est le cas, ça arrivera peut-être, et peut-être que je peux me tromper, je peux pas avoir, comme je l'ai dit, 100% raison. Pour moi, un Ether sous les $2000, c'est sous-évalué. Par contre, techniquement, je l'ai souvent répété, mais je veux pas un Ether qui commence à s'installer en mensuel et en weekly sous les $2000. On a d'ailleurs les clôtures mensuelles, je vais passer en revue, j'en ai pas parlé, je l'ai oublié, en plus je l'avais noté dans un coin de ma tête. Sur le Bitcoin, pour moi, je vois pas
c'est pas alarmant la clôture mensuelle qu'on fait, dans le sens où oui, on a un ravalement baissier, mais on n'a pas non plus une pattern de distribution, un top de marché ou autre, ce qui est totalement différent de cette structure. On voit que là, on était sur un ravalement à ce niveau-là, mais je vois ça plutôt comme un retracement dans une dynamique qui est haussière, comme ici, hein. Là, on a un retracement, un retracement, un retracement. Totalement différent d'avoir ici une pattern de distribution mensuelle. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup plus de temps à s'en remettre, que lorsqu'on a comme ça des retracements, on peut repartir beaucoup plus rapidement. Donc moi, ici, je regarde surtout le weekly. Par contre, oui, le weekly, là, on a une pattern de distribution qu'on ne retrouve pas en mensuel. Moi, je vois plutôt ici un retracement, avec quand même un signal vendeur. Faut pas le négliger, on a un ravalement baissier, mais rien à voir avec ce qu'on a fait ici. Là, on a range pendant 3 mois, que là, on était quand même dans une grosse phase de range pendant, on va dire, à peu près 1 an. Donc, largement différent. Au niveau des terres, clôture mensuelle. Alors, si je prends comme ça en close line, c'est pas terrible. Quand je dis en close line, c'est-à-dire en prenant uniquement la clôture et pas les mèches, c'est pas terrible vu qu'on perd le niveau des 2500 $. Par contre, si je prends les mèches, c'est ce niveau-là qu'il faut pas perdre, 2100 $. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, faut pas qu'on passe sous les 2000 $ sur Ether en clôture mensuelle, sinon oui, ça serait vraiment pas bon pour la suite. On sortirait d'une phase de latéralisation qui dure quand même depuis maintenant un moment, hein, depuis plus d'1 an, et on casserait du coup par le bas. Sur du court terme, Ether, ça reste un peu similaire à ce que j'ai dit sur Bitcoin. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est actuellement sur un niveau de résistance, point pivot daily, tunnel 15 minutes. Ça peut être un bon niveau pour chercher des shorts. Si on commence à franchir le 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure. Alors, les cryptos que vous me demandez d'analyser. Render, on va surtout se concentrer ici sur du long terme. Render, globalement, il revient chercher un gros niveau de support, mais on doit avoir ici une réaction acheteuse. Idéalement, j'aimerais bien repasser au-dessus de ce niveau-là. De toute façon, je peux mettre ici un volume profile. Voilà, on voit bien mon niveau que j'ai déterminé parfaitement au niveau de la value area low. Ici, on a notre value area qui représente 70% du volume échangé. On est en train de passer en dessous de la value area low, c'est-à-dire qu'on sort de cette phase de latéralisation et moi, j'aimerais bien avoir une réaction acheteuse et réintégrer cette value area low. Si j'ai une réintégration, je pourrais prendre un long avec ici mon achat, stop loss sous le plus bas, sous le range, et viser comme TP le poke ici ou la value area high. Pour le moment, on est en train de sortir de cette value area, c'est en général pas ce qu'on veut voir. Sinon, d'un point de vue long terme, sur des alts comme ça, privilégiez toujours les 0,886 de Fibo. Ça veut dire un render vers les 1,8 $. Si on vient chercher ce niveau-là, ouais, sur du long terme, ça peut être très intéressant. En général, on retrace beaucoup plus sur les altcoins que sur Bitcoin et Ether, donc privilégier des retracements beaucoup plus bas. On m'a demandé AAVE. AAVE, j'en ai parlé depuis un moment, comme quoi c'était une crypto qui était forte et ça passe une crypto faible. Maintenant, au vu du top de marché qui a été réalisé, on est dans une dynamique qui est baissière. Et pareil, on va prendre un Fibo. On a un premier rebond sur les 0,118, zone 0,118, 0,786, c'est un niveau intéressant, mais pareil, si on doit avoir une baisse beaucoup plus importante sur les cryptos, les niveaux historiques qui vont être intéressants sur AVE, c'est les 0,186. En plus d'un point de vue action du prix, on est sur notre ligne de coût. Idéalement, par contre, on veut pas réintégrer ce niveau-là. Ouais, c'est le gros niveau, 110 $ qui a fait office de support globalement dans toute cette zone-là. Si on y retourne, on ne doit pas y passer trop de temps parce qu'on va réintégrer une grosse précédente zone d'accumulation ici. Pareil, je peux mettre un volume profile, hop, de notre range. On voit que notre value area high, c'est les 105 $. Donc, on peut rebondir, on peut mécher rapidement. On veut pas de l'installation au sein de cette précédente value area. Sinon, on serait tout simplement en train de réintégrer une précédente accumulation. Maintenant, là, on est dans une dynamique qui est baissière. Très visible avec ce changement de structure où là, on était dans un range précédé par une dynamique qui était haussière. Techniquement, on avait plus de chances de casser par l'eau, comme chaque range, hein. Vous prenez tous les ranges, vous dites, ok, mon range, par quoi il est précédé? Une dynamique haussière, très bien, plus de chances de casser par l'eau, etc., etc. Sauf qu'à un moment, un range casse par le bas. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque. Et surtout, quand on break, on pull back, on rejette, là, on a une confirmation comme quoi on a flip ce niveau de support en résistance. Qu'on a comme ça en plus les moyennes mobiles orientées à la baisse, ça nous montre tout simplement qu'on a un affaiblissement de cet actif. Pour moi, AAVE reste faible pour le moment et il vaut mieux attendre qu'un bottom soit posé. Parce que là, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. Au niveau d'ETC, hop, en weekly, on est globalement sur un niveau de support. On peut même voir ETC dans un gros range qui commencerait, j'ai envie de dire, ici. Ouais,
On le voit bien ici, notre range. Value area low, tout ce qui est en dessous les 17 $, c'est notre extrémité basse, plutôt des zones où on peut mettre des ordres en mode épuisette si on mèche. Par contre, on veut pas de l'installation en dessous. Et typiquement, on va plutôt chercher des ventes sur le niveau des 33,5 $, qui est notre extrémité haute. Mais on voit que là, on est pareil. Dans un range sur ETC, on n'a pas de grosse dégradation parce qu'on n'a pas cassé des gros niveaux de support. Mais là, c'est un peu ce que je disais avant avec AVE. Là, on a notre accumulation. On a break. On voit qu'on est venu pullback notre ligne de coup de cette accumulation, qui est ici. On ne l'a pas réintégré et on reforme potentiellement une nouvelle accumulation. Par contre, on voit un déplacement de la valeur. Si on commence à réintégrer la précédente valeur, ça nous montre qu'il y a très peu de demandes et selon moi, vaut mieux se barrer. Donc pour le moment, on est sur le support. Compliqué de chercher des shorts à ce niveau-là. Chercher des achats, j'ai envie de dire, sur les altcoins, il y a beaucoup d'altcoins qui sont sur des niveaux de support. Maintenant, la question, c'est est-ce que BTC va continuer à baisser ou pas? Si BTC pose un bottom, oui, sur des altcoins, historiquement, on est sur des niveaux intéressants. Voilà, je vous laisse avec ça. Si je voulais répondre à une question, on m'a posé une question très pertinente et je voulais vous la partager. On m'a posé la question, comment tu sais si ton stop loss est bon? Comment tu sais la pertinence d'un stop loss? Un stop loss, c'est tout simplement un niveau que tu vas déterminer qui invalide ton scénario, qui invalide ton hypothèse. Ça peut être d'un point de vue fondamental, ça peut être d'un point de vue contexte de marché. Souvent, on parle d'un point de vue technique, mais c'est une zone d'invalidation. Tu te dis, ok, s'il se passe ça, je coupe ma position. Si on va chercher ce niveau-là, je coupe ma position. Si on clôture sous ce niveau-là, je coupe ma position. Si je vois ça, je coupe ma position. C'est une zone d'invalidation. À quel moment on sait si elle est bonne? Déjà, si elle invalide ton scénario. Et puis après, si tu prends un stop loss, regarde comment se comporte le marché. Par exemple, je prends un exemple. Pour moi, j'avais pris un trade sur Pubcat. En daily. Voilà, je l'avais pris à ce niveau-là. Au moment de l'impulsion ici, j'ai pris un trade. Je sais plus exactement où elle était mon entrée, mais mon trade il ressemblait à peu près à ça. Ça, c'est un bon stop loss. Pourquoi? Parce que au moment où on est passé en dessous, j'ai invalidé mon trade, j'ai invalidé mon scénario parce que je voulais pas avoir de l'installation sous ce niveau-là. On voit que à partir de ça, le marché a dégringolé de moins 75%. Ça, c'est un bon stop loss parce que ça m'a évité d'avoir un drawdown de moins 75%. Ça, c'est avoir un bon stop loss. Et la plupart des gens qui vont vous faire croire, oui, les stop loss, ça sert à rien parce que moi, j'ai 100% de réussite, je n'en prends jamais, c'est des menteurs. Tout le monde prend des stop loss. Et avoir un trade, avoir un investissement même long terme doit toujours être suivi d'une zone d'invalidation. Ça peut être une zone d'invalidation temporelle sur une unité de temps, ça peut être une zone d'invalidation parce qu'on casse un niveau, d'un point de vue fonda, d'un point de vue contexte de marché, peu importe. Mais on doit se dire, ok, je rentre en position parce que j'ai ces éléments-là, d'accord? Ça c'est propre à chacun. Je coupe ma position parce que j'ai ces éléments-là. Mais on doit savoir à l'avance, parce que sinon on peut être biaisé par nos émotions. Voilà, je voulais répondre à cette question qui est très pertinente. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Comme j'ai dit, si vous voulez aller plus loin, vous former, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description et de voir les programmes que je propose. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter également en message privé. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.